trop la qualifier. Hein. C'est l'idée d'une tête, presque plus qu'une tête. Tandis que ça, effectivement, c'est réellement comme quelqu'un. Et alors ça, ces objets étaient extrêmement précieux, bien conservés, et servaient à plusieurs reprises dans des fêtes qui pouvaient être pour honorer les ancêtres et aussi dans le rituel agraire. Alors ça évoque notamment cette fourrure, ça évoque des masques qu'on trouve en Sibérie, ça évoque des masques qu'on trouve au Japon, c'est très pré-bouddhiste, pré-hindouiste, et ça ressemble à un vieux fond qu'on trouve dans toute l'Asie. Oui, il ne faut pas oublier que dans les pays de culture hindoue, c'est vrai évidemment des pays hindous aujourd'hui, mais même encore des pays bouddhistes, qui sont tout de même une émanation quelque part du monde hindou, il y a une sorte de tabou persistant sur les matières organiques. À la fois le bois, puisque c'est du végétal, et plus encore la peau animale. Et donc ceux qui manipulent ces objets sont tenus à l'écart par les gens de qualité. Ils sont impurs. Ils sont impurs. Alors à des degrés différents. En Inde, ils sont carrément hors caste. Au Népal, non. Ils ont été intégrés par la dynastie dans la caste des guerriers à un rang subalterne. Ce sont des détails historiques. Mais c'est sûr qu'il y a une dépréciation de ces objets dans la mesure où ils sont faits dans ces matières organiques. Or, dans les castes inférieures, dans les castes artisanales, évidemment, on n'a pas ce préjugé-là, d'autant plus que c'est avec ça qu'on travaille, c'est ça qui vous rapporte des sous pour pouvoir vivre, pour pouvoir manger. Les savetiers, les tanneurs. Et donc, chez les tanneurs, les savetiers, les charpentiers, au contraire, ces objets n'ont rien de dégradant. Ouais. Ils peuvent être aimés, estimés, et l'artisan est fier d'avoir fait un bel objet, c'est-à-dire un objet qui répond à sa fonction. Parlons là comme des ethnologues occidentaux, mais en même temps un objet qui est bien trouvé, bien inventé, et où l'artiste a fait la preuve de ses qualités propres de créateur, comme le roi Gourand l'a vu dès les origines de l'art. Il y a cette marge de liberté accordée aux spécialistes, indépendamment ou en plus, en supplément de la fonction que remplissent de tels objets. Remontrez-nous celui qui est très très ancien et qui a un peu de papier d'alu, par exemple. Un peu de papier d'aluminium. On est à la fois très éloigné de ce type de masque, mais en même temps, tout l'art occidental aboutit à ça, d'une certaine manière. L'art brut, l'art gestuel. Donc, tout d'un coup, ces masques immémoriaux rejoignent des questions qu'on s'est posées à la fin du XXe siècle, dans la deuxième partie du XXe siècle. Il y a une conjonction singulière. C'est pour ça aussi que tout d'un coup, ces masques deviennent très beaux et très importants pour nous. Un peu comme l'art cubiste trouve l'art africain. C'est ça, il est certain qu'à l'époque des Braque, Picasso, Matisse, Derain, montrez-le-nous. C'était vers des formes, en quelque sorte, cubistes que l'on s'orientait. Et plus récemment, on s'est davantage intéressé à ces formes qui sont du ressort de l'art brut. Alors là, il faut faire en même temps un peu attention. Quand j'ai rencontré les deux masques qui font partie des collections du musée Branly maintenant, mâles et femelles en quelque sorte, qui sont pour moi les archétypes de tous les masques népalais. Qui ressemblent à deux patates. Qui ressemblent à deux noyaux d'olive, à deux olives géantes, qui sont des objets qui ressemblent un peu aux sculptures archaïques européennes de Lepenski-Vir, enfin bon, ces espèces de choses vraiment qui sortent de la nuit des temps, bon, qui sont comme des aérolithes, enfin on ne sait pas d'où ils viennent, c'est quelque chose d'incroyable. Eh bien, quand j'ai vu ces masques-là et que je les ai montrés aux marchands et aux milieux spécialisés du quartier Saint-Germain, la réaction était unanime. Oui, c'est bon, comme on dit, c'est bon, c'est ancien, il n'y a pas de problème. Mais c'est une œuvre de fou. C'est quelque chose d'une marginalité absolue. C'est de l'art brut, c'est un dingue, au fond, ça ne ressemble à rien. Et moi, à ce moment-là, j'ai eu au contraire l'idée... C'est ça qui vous plaît. J'ai eu l'idée qu'au lieu de mettre ces objets dans une excentricité absolue, excentricité par rapport à l'art hindou, par rapport à l'art bouddhiste lamaïque du Tibet, par rapport même
aux arts primitifs connus africains et océaniens, au lieu de les mettre dans cette exterritorialité, j'allais les poser au centre d'une galaxie imaginaire qui se constituerait. Je laisserais venir autour de ces monstres un cortège, une cour d'autres objets du même esprit. On va voir ce qu'on va voir. Je ne savais pas d'avance à quoi ça ressemblerait. Mais c'était l'idée de mettre au centre ce que spontanément les autres mettaient à la périphérie. Et voilà un peu l'apport que je crois, peut-être décisif, de mon regard et de mon intuition. C'était une intuition. Parce que les autres, ce sont les amateurs d'art primitif, les marchands d'art primitif, les collectionneurs d'art primitif. Et vous arrivez là, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, et vous dites, c'est le centre. Voilà, j'ai dit, c'est le centre. C'était un pronunciamiento. C'était vraiment un acte C'était un pari. Au fond, c'était un pari. J'ai parié qu'en mettant ces objets marginaux au centre, quelque chose allait apparaître. Et ce quelque chose s'est révélé être l'art primitif de l'Himalaya, avec les années. Les autres sont venus, un peu comme les planètes autour d'un soleil, autour de ces objets, pour moi, d'origine, de ces objets fondamentaux. Et alors, après, j'ai pu formaliser ça en me référant un peu au contexte social et ethnique, c'est-à-dire que ce côté marginal que l'on attribuait à tels objets, c'était par rapport aux grandes cultures, par rapport au bouddhisme, par rapport à l'hindouisme, par rapport à la culture Han chinoise dominante. Or, ces objets sont d'une autre origine, d'un autre horizon. Ce sont les émanations, ce sont les affleurements de la vieille Asie, de l'Asie qui précède ces grandes cultures, ces grandes religions, ces grandes civilisations. Et cette Asie, elle existe comme une couche sous-jacente de la culture chinoise dans les minorités, et même chez les Han d'ailleurs. Et voilà, et c'est la vieille Asie qui multiple, il ne faut pas la réduire à une seule formule, mais enfin c'est sûr que les religions tribales traditionnelles plus le chamanisme constituent évidemment les deux piliers culturels et spirituels majeurs de cette chose-là, de cette entité-là. Et tout cet ensemble de tribus dispersées aujourd'hui, cette diaspora tribale de la vieille Asie, s'incarne à merveille, l'esprit de ces cultures s'incarne à merveille dans ces objets qu'on ne pouvait pas voir parce qu'on n'avait pas prévu la case où ils existeraient. Alors il y a justement quelque chose qui est extraordinaire, c'est que chacun de ces objets est un être unique. C'est un personnage unique, et ce n'est pas tellement le cas dans ce qu'on connaît de l'art africain, où il y a des canons, et où les masques répètent des canons avec plus ou moins de bonheur. Donc on peut dire que dans tel musée, il y a le numéro 3 des masques dents de tel type. Là, c'est à main nue, c'est un combat à main nue, vous vous trouvez en face d'un masque et vous le jugez dans la solitude la plus totale. C'est beaucoup plus aventureux, mais c'est aussi beaucoup plus jouissif sans doute. Oui, il faut se représenter que dans cette partie du monde, il existe bel et bien des écoles de sculpteurs, des ateliers de sculpteurs. Mais ceux-là ne travaillent que pour l'art classique, je dirais, que pour les monastères, dans des représentations qui sont des représentations finalement codifiées, avec une iconographie contraignante. Les objets dont nous parlons là, ils sont fabriqués par des artistes qui ne sont pas professionnels, la plupart du temps, des artisans, parfois même la personne qui va l'utiliser, qui n'a aucune compétence a priori particulière. Il y a ce côté amateur que moi j'aime, quand il se double du talent, voire du génie. Ça arrive parfois, pas toujours évidemment, heureusement. Et alors, cet art-là, il faut se représenter aussi, c'est une spécificité, je crois, de ces objets, de cet ensemble d'objets, c'est qu'il y a des objets qui sont nés d'une rencontre avec la nature. On a l'impression que la personne a vu un jour un bout de bois d'une forme bizarre, et à partir de ça, elle a vu un visage lui apparaître, la possibilité d'un visage. N'oublions pas que les démons, les bhouts, les génies de toutes sortes, maléfiques, bénéfiques, et souvent qui sont un peu les deux à la fois, eh bien, ils sont là, ils nous entourent, ils nous guettent. Et dans la nature même, vous avez tout à coup cette apparition de ce qui peut être un visage. L'artiste prend ce bout de bois et dégage la forme qui était déjà là en quelque sorte,
qui était virtuel, il a potentiel, il lui donne sa réalité. Alors ça, c'est une dimension qui n'existe que très rarement, par exemple dans l'art africain. C'est même rarissime. Dans l'art himalayen, ça n'est pas la seule possibilité, mais c'est une des possibilités pour qu'un masque existe, c'est que quelqu'un a vu quelque part un objet qui appelait un visage, qui appelait une transformation pour donner un visage. Il y a un deuxième aspect qui est extrêmement fort, c'est qu'on a l'impression que le masque est toujours le produit d'un geste qui peut être raté, mais qui peut être réussi, mais on a toujours l'impression, parce qu'il y a aussi beaucoup de masques ratés au Népal, on en voit beaucoup d'ailleurs au Népal, des masques sans grand intérêt, et c'est comme si au sommet de cette pyramide un peu rapide, un peu précipitée, de temps en temps, il y avait des chefs-d'œuvre qui surgissaient, mais l'impression qu'on a, c'est que le masque est fait très vite. Certains masques donnent cette impression effectivement d'être faits comme ça, d'un geste, comme vous le disiez très bien. Mais cette précarité, cette rapidité, cette désinvolture entrent en combinaison, en contraste et en combinaison particulièrement savoureuse avec la dureté de la matière, car ils sont faits dans des bois extrêmement forts, extrêmement résistants, et aussi avec l'épaisseur du temps passé qui en quelque sorte le cristallise cette impression première fugitive. Et alors, évidemment, ça donne un parfum particulier. Je dois dire qu'il y a aussi des masques qui ne sont pas du tout comme ça, qui semblent extrêmement calculés, extrêmement bien faits, et qui ne sont pas l'objet d'une improvisation par un amateur. Il est évident qu'il y a des objets qui sont aussi, je vais dire entre guillemets, bien faits que les grands masques africains. Ça existe aussi, et pas seulement quand il s'agit d'objets qui regardent vers le classicisme, mais aussi d'usage tribal. Oui. On trouve aussi des objets ainsi construits. Mais c'est vrai que d'autres donnent cette impression de rapidité, un peu comme chez certains peintres, je ne sais pas, moi, quelqu'un comme Frans Hals, qui évidemment ne construit pas un portrait comme Raphaël. Alors reprenons ça, cette idée d'un masque est une expérience, quelle que soit la position dans laquelle on se trouve, sur place ou ici. À quelque temps dans mon premier voyage, à quelque temps donc de la première acquisition du premier masque népalais, je suis entré au domicile d'un des marchands. J'avais acquis un objet qui ne me plaisait plus, je voulais l'échanger.